En tant qu'urbaniste hydrologue, fondateur du cabinet Urban Water, d'abord nous en parler de ce cabinet, mais surtout comment cette double activité prend-elle sa place à côté des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des géomètres, des aménageurs qui sont les acteurs du cadre de vie. Alors donc effectivement, j'ai fondé, je dirige un bureau d'études en hydrologie urbaine, et moi je suis urbaniste de formation. L'objet étant, heu, justement de voir comment on peut mieux intégrer l'eau dans la ville, heu, parce qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de choses qui font que, heu, l'eau enfin, les modes de gestion de l'eau sont en train de changer, quoi, voilà. Donc pendant très longtemps, depuis le mouvement des hygiénistes, la gestion des eaux se faisait par des tuyaux, Ouais, qui évacuaient au plus vite les eaux, loin de la ville pour les traiter et de plus en enfin, ce dispositif, ce mode de fonctionnement a trouvé ses limites avec l'extension des villes, où il fallait sans cesse agrandir et étendre les tuyaux, ce qui générait des inondations et donc les urbanistes ont retrouvé une place, heu dans la gestion de l'eau pour prévenir les inondations. On a commencé à faire ce qu'on appelait les techniques alternatives, où on a, dans la ville, mis des espaces prévus ou en tout cas adaptés, en cas de très grosse pluie pour maîtriser les ruissellements. Et aujourd'hui, on compte aussi sur les urbanistes pour adapter pour gérer les petites pluies qui sont, assez polluantes. Je pourrais en parler si oui, oui. nécessaire. Bref, l'eau, elle a repris sa place dans la ville, aussi bien pour prévenir les risques que pour, préserver la ressource. Et donc nous, ce lien, à l'agence, c'est d'accompagner les urbanistes pour respecter les règles qui ont découlé de ces problématiques, quoi. Qu'est-ce que vous avez révélé comme facteur commun à promouvoir? Parce que ce soit à l'échelle du village, du bourg, la petite ville, de la métropole. Je dirais que le facteur commun, c'est l'infiltration. En fait, c'est l'imperméabilisation des sols, Oui, aussi bien en ville, hein, avec les revêtements, le bâti, et cetera, que je dirais même dans le monde agricole où l'agriculture intensive, elle tend elle aussi à imperméabiliser les sols en réalité. oui, Donc en fait, la réponse aujourd'hui, où qu'on soit, c'est comment on peut désimperméabiliser, c'est certain. comment on peut créer la ville éponge et comment on peut, infiltrer ces eaux. C'est un intérêt en termes de prévention des risques, en termes de enfin, en termes de prévention aussi de préservation de la ressource, mais ça a aussi des avantages bien plus globaux, recharger les nappes, réactiver les sols, voilà, ça a tout un tas de conséquences, positives. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que le monde agricole, dont on parle moins quand on parle des inondations, etc., on parle toujours des problèmes de la ville, mais le monde agricole a sa responsabilité dans ces grands mouvements liés au changement climatique. Ah oui, moi je pense que, on n'en parle pas suffisamment, hein. Je cherche pas à défausser Non, les non, urbanistes, bien sûr, non, non, mais mais c'est important. Enfin, par exemple, un champ de maïs, l'été, oui, c'est un coefficient de ruissellement de 0,8. Ça veut dire qu'il y a 80 de l'eau qui tombe, qui va s'écouler, qui ne va pas pénétrer dans les sols. C'est le même taux que dans une ville dense. Sauf que les surfaces agricoles sont bien plus importantes que les surfaces urbaines. Donc, oui, oui, ça joue beaucoup et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un mouvement. On va dire qu'en ville, il y a eu le mouvement des techniques alternatives, qu'on appelle aujourd'hui la GIEP, gestion intégrée des eaux pluviales, qui tend à se oui, répandre. Dans le monde agricole, il y a ce qu'on appelle, l'hydrologie régénérative, oui. qui est un mouvement, qui est un nouveau mouvement qui est très intéressant, heu, qui essaie d'encourager d'autres pratiques qui vise pour l'essentiel à réinfiltrer l'eau dans les sols. On a vu qu'il y avait des actions depuis des années sur l'espace public des villes et moins sur l'espace privatif. Euh, les cours, les parcelles, voilà. Et donc, on voulait savoir comment ces actions, on pourrait également les engager, parce qu'il y a pas que l'espace public. En fait, je pense que ça va venir progressivement et peut-être assez vite. Oui, C'est-à-dire que, comment dire? Aujourd'hui, on doit
de plus en plus infiltrées. La ouais, réglementation, c'est dans les SDAGE, hein, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui sont les grands plans directeurs de gestion des eaux à l'échelle nationale. Il est indiqué comme principale orientation qu'il faut infiltrer, à juste titre. Et ça se traduit dans les PLU par des demandes d'infiltration des petites pluies, 8 à 10 millimètres. Si ce n'est que ça oblige à faire la ville éponge. Euh, et on ne peut pas infiltrer partout, et surtout on ne peut pas infiltrer partout en profondeur. Ça veut dire qu'il faut infiltrer partout, mais en surface. Ce qui veut dire qu'il faut infiltrer sur les espaces publics et aujourd'hui également sur les espaces privés. ouais. Donc, par exemple, beaucoup de nouvelles ZAC obligent les parcelles privées à être spongieuses, en tout cas à gérer les eaux. Ça va être le cas au Mureaux, c'est le cas à Asnières, c'est le cas dans beaucoup Absolument. d'endroits. Oui, oui. Et cette tendance, elle tend à s'accentuer, c'est-à-dire qu'on ne demande plus seulement d'infiltrer les petites pluies, mais on demande aujourd'hui d'infiltrer les grosses pluies, les pluies exceptionnelles. Au Mans, par exemple, on oblige à infiltrer 54 millimètres, c'est beaucoup. Enfin, les pluies de 54 millimètres, c'est des pluies quasiment 50 ans. Donc, c'est, vous voyez, des pluies très exceptionnelles, on oblige à infiltrer. Ce qui veut dire qu'on est vraiment obligé d'infiltrer sur les espaces publics et sur les espaces privés. En vous écoutant, j'ai l'impression que puisque vous parlez de ZAC, ça concerne des opérations neuves. La plupart des villes sont déjà là. Ce qui est très intéressant, c'est que, et là, c'est les agences de l'eau qu'il faut saluer, elles ont bien Oui, compris ça. C'est-à-dire qu'elles, lorsqu'on veut désimperméabiliser, l'exemple le plus fort, hein, qu'on connaît le plus, c'est les cours d'école. Eh oui, bien, l'agence de l'eau va financer, on va dire, entre la moitié et 2 tiers du coût de la désimperméabilisation de l'école. d'accord. Voilà, c'est très aidé. Et c'est intéressant parce que ça génère des dynamiques. On se met à réfléchir qu'est-ce qu'une cour d'école, par exemple. Oui, bien Et sûr. là, par ailleurs, en parallèle, bon alors, c'est à Paris, mais les copropriétés, il y a un organisme qui accompagne les copropriétés justement pour qu'elles désimperméabilisent leurs espaces. Et Ah, nous, il se trouve qu'on est aujourd'hui inscrit dans cette association ou dans cette fédération, je ne sais pas très bien ce que c'est. oui. Hem, et donc on a plusieurs opérations comme ça où c'est des copropriétés qui nous appellent en disant: «Venez réaménager notre espace, privatif ou privé Oui, et pour désimperméabiliser». Donc il y a ce mouvement qui est en cours et qui est financé par l'agence de l'eau. mais il y a aussi, une évolution sur la conception et le travail des sols et je pense que ça, les architectes, les urbanistes, les géographes commencent à véritablement et les élus, puisqu'on va avoir des nouvelles équipes d'élus qui vont arriver bientôt, il faut qu'on en parle de ces sols. Bah, en fait, c'est ça, là encore, qui est très intéressant dans cette évolution, hein, qui va à mon sens, dans le bon sens. Oui, C'est que pour prévenir les risques d'inondation et pour prévenir les risques des pollutions du milieu naturel, oui, là, on est obligé de désimperméabiliser. Ce qui fait qu'on est obligé de mettre de l'eau dans les sols. Ce qui fait que petit à petit, on réactive ces sols et de ces sols poussent des choses, une végétation, une biodiversité, etc. Et donc on recrée des sols, enfin on redonne vie à des sols, donc ça c'est très intéressant. Et puis surtout, cette nature, elle va produire aussi des choses et ces sols vont produire des choses qui participent, par exemple, au rafraîchissement urbain. alors là, on a beaucoup parlé de l'eau comme avec ses risques. Moi, je voulais juste parler un petit peu avec vous de l'eau comme ressource. On voit que de plus en plus de régions, avec le réchauffement climatique, il y a des régions, il y a des villes où il y a des captages qui se ferment. Il y a même de l'eau, il y a des villages et des petites villes où il n'y a même plus d'eau. On est obligé d'approvisionner l'eau. Est-ce que ce phénomène, pour vous, est un phénomène qui va s'amplifier? Oui, non, mais c'est un vrai sujet. Ça devient rare. Effectivement, ce qui se passe, c'est pas que toute l'année, partout, il y a plus d'eau. C'est qu'il y a des endroits où il y a un moment, l'été en général, où il y a plus d'eau. Heu, donc c'est un vrai souci, d'ailleurs, qui légitime encore plus le fait d'infiltrer. Qu'est-ce qui est le plus gros réservoir d'eau? Ce sont les nappes. Ouais. Donc il faut recharger les nappes et je pense que c'est aussi du domaine de l'urbanisme de recharger les nappes. Les villes, c'est là où on
pompe le plus d'eau et c'est là où on réinjecte le moins d'eau. Cette notion d'eau grise qu'on connaît dans les grandes villes, on connaît cette eau grise à Paris, on a primé à Bordeaux également l'année dernière la promotion des exploitants de l'eau pour pouvoir fabriquer ces eaux grises. Mais est-ce que ça peut être appliqué partout? En fait, ce qui se passe, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la réhute. Ça veut dire que ce sont les eaux de pluie, les eaux potables Oui, qui rejoignent la station d'épuration, comme, actuellement. La station d'épuration les traite d'une certaine qualité pour les réutiliser dans un circuit, on va dire, pas forcément très court. Voilà. d'accord. Non, ce qu'il y a et ça, c'est pas forcément partout, il faut avoir des stations d'épuration. Non, là, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on récupère l'eau grise au pied du bâtiment et Ah cette eau oui, grise, on la balance dans le parc, par exemple, juste ah en oui, face, ce qui permet d'inonder. oui. On prend de l'eau potable, mais on prend aussi l'eau des piscines, mais on prend aussi, en l'occurrence, les eaux d'exorde des stations de métro. Enfin bref, D'accord. dès qu'on cherche de l'eau en milieu urbain, on la trouve. Troisième sujet, sur la qualité de l'eau. Alors, on lit partout qu'il y a des PFAS qui s'intègrent de plus en plus dans notre eau, dans l'eau potable, etc. Est-ce que vous avez c'est assez inquiétant, je veux dire, de ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Quand je vois les volumes et quand je vois, ô combien le milieu naturel, est pollué, je suis inquiet et en tout cas, nous, dans toutes les mesures qu'on peut mettre en œuvre, je ne crois pas qu'on participe à une solution. Autant, je peux vanter toutes les qualités de l'infiltration par ailleurs, Oui, l'eau dans la ville, tout ce mouvement qui va dans le bon sens, autant sur ces sujets-là, heu, je ne vois pas l'issue encore et si voilà et effectivement, moi, ça m'inquiète beaucoup. nous allons donc changer de thème pour 2026 pour pouvoir continuer à travailler sur cette transition écologique. Et le thème va s'appeler Habiter avec le soleil. Je voulais avoir votre avis sur le fait que comment toutes ces mesures adaptées pour l'eau et qui ont pris depuis une vingtaine d'années maintenant vraiment une forte implication dans la manière de concevoir, de réaliser la transformation de nos territoires, soit agricoles ou urbains, pour l'eau. Comment le fait-on avec le soleil? Et est-ce que votre expérience sur l'eau peut-elle se mettre en place pour limiter ces effets de chaleur? Ce que je trouve intéressant, effectivement, quand on parle faire avec le soleil, c'est aussi faire avec la chaleur. Nous, aujourd'hui, chez Urban Water, on travaille essentiellement pour lutter contre les îlots de chaleur. Pourquoi nous, alors qu'on est lié à l'eau? Parce que l'eau, c'est vraiment un activateur de nature qui, elle, est un facteur de rafraîchissement important. Et, et par exemple, là, on est à Lille avec l'agence Terre, où il y a un projet de 200 hectares sur tout l'est de l'île. L'objectif de Terre, c'est de dire on va faire de cet espace plutôt vert heu, une infrastructure de rafraîchissement urbain pour l'île, quoi. Donc c'est cette nature, avec cette présence de l'eau, qui est envisagée comme un facteur de rafraîchissement à l'échelle urbaine et hem et je pense que c'est une bonne réponse, quoi et là encore, en s'inscrivant dans la géographie, dans la nature, avec le vent, avec, les sols, avec les arbres et cetera et pour moi, il y a un lien très direct entre, soleil et eau. Retrouvons-nous pour continuer à travailler pour améliorer les conditions de vie sur le territoire pour nos concitoyens et très bonne journée à vous. Merci beaucoup Louis, merci. À bientôt, Christian.